Qui sont mes grands-parents? Qu'ont-elles vécu? Quelles époques ont-ils traversées? Que m'ont-elles transmis? À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent, ce qu'elles ont accompli, comment ils ont vécu. Et dans la multiplicité de ces histoires, j'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Mes deux grands-parents paternels ont perdu un parent très tôt, voire à la naissance. Il me semble même que mon grand-père a passé plusieurs années dans un orphelinat. C'est quelque chose que j'oublie souvent, tant j'ai du mal à les imaginer bébés ou jeunes enfants. Et quand on pense à des enfants dans des orphelinats ou des enfants qui sont abandonnés par leurs parents, on pense souvent que leur vie serait meilleure si il ou elle était adopté. C'est pour ça que, intuitivement, le fait d'inviter Juhi sur Passé Recomposé m'a paru complètement évident. Elle a été adoptée tout bébé dans le cadre d'une adoption internationale. Et son grand-père avait aussi grandi dans un orphelinat. J'ai vu ça comme un signe. Elle va nous raconter ses grands-parents, à la fois les grands-parents adoptifs et puis ce qu'elle sait de ses grands-parents biologiques. Richard, mon grand-père, donc, est venu vivre à la maison suite à une séparation avec sa femme, donc avec ma grand-mère maternelle, Yvonne. Ça ne se passait pas bien du tout, donc ma mère, donc leur fille, a décidé de prendre en charge mon grand-père. Comme il était à un âge assez avancé et qu'il avait besoin d'être dans un lit médicalisé, il a vécu dans notre espace de vie au rez-de-chaussée. C'est le seul endroit où il y avait suffisamment de place pour mettre son lit médicalisé, donc c'est dans cet endroit-là qu'il vivait en fait dans notre maison. Et donc une infirmière passait tous les jours aussi pour lui faire sa toilette quotidienne. Et pourtant, il ne m'en reste à l'heure actuelle que des bribes, j'ai l'impression. Et c'est ça qui est vraiment un peu frustrant, de plus avoir un souvenir un peu global, un petit peu plus profond aussi, et d'avoir juste des impressions ou des bribes qui s'en dégagent en fait. Pour moi, c'est révélateur aussi du manque peut-être de considération qu'on a à l'égard des personnes âgées dans notre entourage. Il y a une forme d'agisme aussi, c'est-à-dire de considérer que comme ce sont des personnes âgées, elles sont un peu mises au placard et que leur vie ne nous intéresse pas. Moi, ce qui me marquait, c'était de voir ce corps de personnes âgées. Je le voyais pas nu complètement, mais en tout cas, je voyais son torse nu, sa peau ridée en fait, et ses nombreux tatouages, puisqu'il avait plein de tatouages sur le corps, et ça m'a marqué de voir ce corps de personne âgée tatoué en fait, se faire toiletter. Le moment de sa toilette, ça m'a marqué en fait pour toutes ces raisons. En fait, j'étais intriguée par les tatouages de mon grand-père, parce que bon, déjà il en avait partout sur le corps. J'arrivais pas à voir tous ces tatouages, justement en raison aussi de la peau qui est ridée, qui est un peu tombante, et donc on n'arrive pas forcément à voir tous les dessins de tatouages. Et aussi j'avais comme une forme de pudeur. J'avais peur de trop lui demander. En même temps, j'étais curieuse et en même temps, j'avais peur de trop lui demander, d'être trop intrusive en fait. Puisque j'avais l'impression qu'au niveau de sa dignité aussi d'homme, c'était compliqué de se faire laver, ce qui est normal. D'arriver à un âge où on est obligé de se faire laver, c'est évident pour personne, à mon avis, au niveau de la dignité même en tant qu'individu. Et du coup, j'avais peur peut-être d'être trop intrusive aussi à mon tour et d'être trop impudique quelque part en lui posant des questions sur ses tatouages, alors que je savais aussi que ces tatouages révélaient toute une partie de sa vie. Je me souviens de quelques-uns, je me souviens d'un tatouage qu'il avait au niveau de l'omoplate qui représentait une encre. Il y avait aussi le tatouage du portrait de ma grand-mère, étant jeune avec son prénom, donc Yvonne. Et puis il y avait ce tatouage aussi sur son avant-bras où il m'avait expliqué que donc ça représente 3 points. Et c'était un tatouage qui veut dire mort aux vaches. Et j'ai su après que c'était un tatouage qui exprimait une forme de résistance, et mort aux vaches, c'était aussi c'est devenu mort aux flics. Enfin voilà, il y a cette forme-là un peu de rébellion qu'il avait et qui m'intriguait quoi chez lui aussi. Le tatouage, c'est quand même maintenant c'est à la mode, c'est plus à la mode qu'avant, mais c'est quand même un marqueur
un marqueur social dans le sens où souvent c'est des personnes de mauvaise vie en quelque sorte qui portaient des tatouages. Donc moi ça m'intriguait qu'une personne comme ça qui avait, parce qu'à l'époque il avait plus de 80 ans, avait autant de tatouages. Donc je me disais ah bon, qu'est-ce qui s'est passé, comment en est-il arrivé à se faire autant de tatouages sur le corps? Et il m'a expliqué que c'était un tatouage qu'il avait fait quand il était prisonnier de guerre durant la Seconde Guerre mondiale dans un camp de prisonniers en Allemagne, et que c'était entre prisonniers qu'il se faisait le tatouage, donc de manière très artisanale, j'imagine. Peut-être il y a eu une forme de solidarité aussi qui a dû se faire durant cette période d'emprisonnement avec les autres soldats. Je ne sais pas comment il s'est fait emprisonner, je connais pas les raisons exactes, mais je pense que c'est au tout début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Donc mon grand-père paternel est né en 1909. Il a été orphelin durant la Première Guerre mondiale, donc une période aussi où il y a eu beaucoup au niveau économique, où voilà, c'était pas évident. Et moi, de son récit de vie, en tout cas, j'ai ce souvenir marquant d'une vie dans une extrême pauvreté. Par exemple, le fromage, parce que quand on mangeait du fromage à table, lui nous disait que le fromage, quand il était petit, il n'en mangeait que les croûtes. Voilà, c'est un souvenir qui m'a marqué par rapport à son récit de vie. Alors, il est né dans le nord de la France et il a toujours vécu dans le nord de la France. Lui était plutôt dans la région de l'Île et de l'Homme, en fait, dans cette zone-là, en fait. Et ensuite, il est venu plus tard s'installer à Boulogne-sur-Mer, donc plutôt sur la côte d'Opale. C'est très compliqué de savoir d'où il provenait, comme il était orphelin. En tout cas, il n'a jamais retrouvé sa famille biologique. Il a travaillé dans le bâtiment, il était cimentier, il était maçon. Et mon frère m'a rappelé aussi que avec ma grand-mère, ils avaient ouvert après la guerre un café à l'Homme. Et ça, je m'en souvenais plus du tout, mais donc c'est marrant aussi de reconstituer à partir de bribes, à partir d'impressions quand on était enfant, adolescent, de souvenirs aussi de nos proches, en fait, comment on arrive à reconstituer un récit de vie qui est pas complètement reconstitué, en fait. C'est comme finalement un verre cassé qu'on essaierait de reconstituer, dont on n'a pas tous les bouts, quoi. Donc on a une forme plus ou moins, mais on n'arrive pas à le reconstituer dans son intégralité. J'ai appris que Richard, donc mon grand-père maternel, quand il a su que ma mère allait m'adopter, avait été très ému, puisque ça faisait écho à sa propre histoire en tant qu'orphelin. Il était très ému de voir que ma mère allait adopter un enfant, donc moi, supposé orphelin, et pour être en quelque sorte choyé et aimé dans une famille que lui n'avait pas eu la chance d'avoir, puisqu'il est resté orphelin. Et il a pleuré le jour où je suis arrivée. Pour lui, j'étais sauvée en quelque sorte d'une vie sûrement misérable. Il avait aussi cette phrase elle va bien manger, elle va faire bonne chère, puisque lui n'avait pas eu, en tant qu'orphelin, n'avait pas eu la possibilité de manger à sa faim. Et je pense qu'il était très content pour moi que j'ai trouvé une famille aimante. Et c'est vrai que pour le coup, mon adoption s'est très bien passée à ce niveau-là. J'ai vécu dans un cocon familial bienveillant, aimant, et là-dessus, je regrette rien du tout de ma vie en tant qu'adoptée dans cette famille. Et c'est vrai que mon grand-père, donc Richard, m'aimait beaucoup aussi pour ça. Je lui rappelais peut-être cette image de l'orpheline qui a trouvé une famille. Enfin, cette image que lui aurait voulu avoir, en fait, quand il était enfant. Lui aussi aurait voulu trouver une famille qui l'accueille, qui l'aime et qui lui procure tout le bien-être matériel et relationnel qui lui a manqué. J'ai jamais vraiment pensé, en fait, à la relation qu'on avait, puisque moi-même, je me suis jamais pensée comme orpheline, en fait. C'est que récemment, depuis que je mène une réflexion un peu plus critique avec mon regard d'adulte sur l'adoption en tant que système, que je me pose la question de l'orphelin dans ce système, en fait. Et l'idée que l'on va aussi sauver un orphelin et lui procurer une famille. Et je n'arrivais pas à m'imaginer mon grand-père enfant, en fait. C'est tragique, hein, de dire ça. Mais je le voyais comme une personne âgée. Et je pense que c'est aussi ce problème générationnel qu'on a de nos grands-parents. On les imagine pas jeunes, on les imagine pas adultes. On a cette image un peu figée de grands-parents. Et c'est triste quelque part aussi de pas pouvoir s'imaginer que voilà, ils ont eu une vie avant qu'on les rencontre. Malheureusement, je faisais pas la connexion, moi. Lui la faisait, mais moi, c'était pas réciproque. Je faisais pas la connexion entre lui et moi, lui l'orphelin, sachant qu'en plus, moi, je suis pas vraiment orpheline, puisque j'ai toujours une famille biologique en Corée du Sud, mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, j'avais trouvé une famille, quoi.
J'ai l'impression que je venais un peu boucler la boucle, que lui avait ce manque de famille en tant qu'orphelin, et que je venais en quelque sorte boucler ce récit, moi, l'orpheline en quelque sorte supposée, hein, qui trouvait une famille, et que du coup ça devait peut-être lui faire aussi beaucoup de bien, à titre personnel, que sa fille adopte et procure une famille aimante à une enfant en fait. Alors concernant Yvonne, je n'ai aussi malheureusement que des bribes et des récits par l'intermédiaire de ma mère. Yvonne était le fruit d'une relation amoureuse, hein, mais entre donc sa mère qui était française et son père allemand, un soldat allemand de la Première Guerre mondiale. Son père avait promis à sa mère de revenir, mais comme il était mobilisé, il était obligé de repartir faire la guerre, et il serait mort lors d'une explosion d'un pont dans le nord de la France. Alors je crois que c'était à Lomme, et donc il n'aurait jamais pu revenir et tenir sa promesse aussi à l'égard de mon arrière-grand-mère. Donc Yvonne était semi-orpheline en quelque sorte, et elle a très mal vécu cette enfance. Elle a été stigmatisée en tant que fille dans ses propres termes, de boche en fait, puisque c'était une insulte qui revenait beaucoup dans cette période d'entre-deux-guerres. Ça a été très très compliqué pour elle, je pense, de se construire comme ça aussi, en tant que moitié française, moitié allemande, vu les tensions qu'il y avait aussi entre la France et l'Allemagne à cette période-là. Yvonne était physiquement grande, blonde, et apparemment c'est quelque chose qui lui a beaucoup pesé, puisque les gens l'identifiaient comme étant allemande en fait, selon les clichés qu'on a aussi des Allemands grands, blonds, aux yeux bleus, alors que sa mère était plutôt petite et brune en fait. Donc voilà, il y avait cette différence aussi physique qui est marquante. Donc elle tenait apparemment plus de son père. Elle a vécu dans le nord de la France. Après, je ne sais plus exactement dans quelle ville. J'ai peur de dire une bêtise, donc je ne sais plus exactement dans quelle ville, mais en tout cas, c'était dans le nord de la France, et elle était plutôt d'un milieu ouvrier. Elle-même est devenue ouvrière. J'ai appris aussi là qu'elle était bobinière en fait. Bobinière, c'est une ouvrière qui doit surveiller les machines à coudre. Enfin, il y a une histoire comme ça. Ça fait partie des métiers qui ont disparu, je pense, avec la mécanisation, etc. Je pense que ça a été très compliqué puisque sa mère n'a... Je crois, j'ai pas non plus de certitude là-dessus, mais sa mère ne s'est pas remariée. Du coup, ça devait être très compliqué aussi d'être à cette période-là, d'être une mère célibataire qui a eu un enfant avec une relation extra-conjugale, en plus avec un étranger. Enfin, ça a dû être très compliqué pour sa mère et pour elle aussi en tant qu'enfant issu de cette relation-là, quoi. À ma connaissance, non, elle n'a pas eu de beau-père. Dans ses récits de vie, ça revenait souvent dans les repas de famille, par exemple, puisque c'était souvent l'occasion, ces repas de famille, de parler d'eux. C'était quelque chose un traumatisme qu'elle a gardé toute sa vie. Alors, je sais qu'ils avaient 10 ans de différence. Moi, dans mon souvenir, ils s'étaient rencontrés avant la Seconde Guerre mondiale, mais mon frère m'a dit que non, ils se seraient rencontrés après, et qu'ils auraient ensemble ouvert un café à Lomme. Ils ont 3 enfants, dont ma mère, qui est la cadette. Donc un fils aîné, ma mère et une benjamine. Ma grand-mère Yvonne, je n'ai pas vraiment de bons souvenirs d'elle, en fait. Parce que c'était une femme qui me semblait très dure, y compris, que ce soit au niveau de son attitude ou dans ses propos, à mon égard, mais aussi à l'égard de mon grand-père. Je me souviens de repas de famille en présence de mon autre grand-mère qui était veuve, et elle disait ça devant mon grand-père, hein. Vous avez de la chance d'être veuve. Et puis, il y avait souvent des disputes entre eux qui ont amené justement la situation évoquée là. Mon grand-père qui est venu vivre à la maison, puisqu'en fait, ça se passait tellement mal entre les deux qu'ils ont dû se séparer à un moment donné, en fait. Elle était dure, y compris à mon égard. J'ai un souvenir marquant où... un jour de repas de Noël où je m'étais fait toute jolie, voilà, c'était repas de famille, un moment un peu à part. J'avais 8 ou 9 ans, j'avais mis les boucles d'oreilles de ma mère en fait. Ma mère m'avait dit vas-y, tu t'es fait toute jolie, tu peux mettre mes boucles d'oreilles si tu veux. Et quand ma grand-mère a vu que je portais les boucles d'oreilles de ma mère, elle s'est mise en colère en disant quoi ?
tu la laisses porter ses boucles d'oreilles, parce que je crois qu'elle avait dû offrir ses boucles d'oreilles à ma mère, et donc elle ne supportait pas de les voir porter sur moi, et donc elle me les a arrachées des oreilles. Et c'était vraiment un moment traumatisant pour moi, mais ouais, c'était très compliqué avec Yvonne. Je pense qu'elle a jamais vraiment accepté mon adoption. Il y avait un fond aussi raciste, hein. On n'est pas à l'abri du racisme, y compris dans nos familles adoptives. Là encore, c'est mon regard d'adulte qui va parler, mais sa dureté peut se comprendre au niveau de son expérience en tant que femme à cette époque. Parce que là, j'ai beaucoup évoqué les stigmates liés à son physique, au fait d'être d'origine allemande, mais elle était femme ouvrière, enfin ça devait être très compliqué aussi, et peut-être que sa dureté, ça s'explique aussi d'un combat qu'elle menait au quotidien aussi, de par sa condition de femme, quoi. Avec Yvonne, on avait une relation vraiment distante. Je gardais mes distances, elle gardait ses distances. C'était réciproque, là, pour le coup. Quelque part, je lui en voulais de me rappeler ma différence et de ne pas m'aimer. J'ai réalisé très tôt le fait que j'étais adoptée. Alors ma mère m'a toujours dit, si tu veux faire des recherches, on est là pour te soutenir. On avait un dossier d'adoption à la maison, une partie du dossier d'adoption, avec mon prénom coréen, mon nom coréen, des informations sur comment je me comportais quand j'étais bébé. Et en fait, c'est en allant en Corée du Sud pour la première fois en 2012 que je suis retournée à l'agence d'adoption. Et là, j'ai découvert que mon dossier d'adoption, celui que j'avais en France, était incomplet. Et donc j'ai eu accès à d'autres informations dans ce dossier d'adoption. Dans la partie, on va dire, parce que dans ce dossier, malheureusement, il y a une partie qui est confidentielle. Tout ce qui concerne les informations précises sur ma famille biologique, donc moi j'ai pas accès à cette partie-là du dossier. Mais en tout cas, dans la partie à laquelle j'ai accès, j'ai découvert d'autres informations que je n'avais pas dans mon dossier d'adoption français, en fait. Et donc j'ai découvert la date de naissance de ma mère biologique. Ma mère serait née, elle, en 1964. J'ai découvert la raison apparemment de mon abandon, qui serait que ma mère était âgée de 18 ans quand elle m'a eu, donc très jeune, et que mon père se serait engagé à se marier avec elle, mais qu'au bout de 6 mois, il l'aurait plus ou moins quitté pour une autre femme et il se serait remarié avec une autre femme. Et donc elle, se retrouvant mère célibataire, elle aurait fait le choix de me donner à l'adoption, en fait. Et alors ce qui est étrange, c'est que apparaît dans ce dossier la date de naissance de ma grand-mère biologique, de ma grand-mère maternelle, qui serait née en 1935. Moi, ça m'a fait me poser plein de questions. Mais pourquoi apparaît la date de naissance de ma grand-mère biologique? Est-ce qu'elle serait venue avec ma mère me déposer à l'agence d'adoption? Est-ce que aussi elle aurait été à l'origine d'une pression familiale, peut-être, pour que ma mère se sépare de moi? Il y a toutes ces interrogations-là qui restent en suspens encore. Alors j'ai eu la chance, moi, de retourner en Corée du Sud, y vivre pendant 1 an et demi. Et j'ai découvert plein de choses durant ce séjour. Non seulement au niveau de l'adoption, parce que j'ai pu rencontrer beaucoup d'adoptés d'origine américaine, d'origine scandinave aussi, qui militent beaucoup pour essayer de changer un peu la narration sur l'adoption. Et puis j'ai découvert aussi d'autres choses sur les raisons aussi des abandons. Par exemple, en Corée du Sud, c'est pas forcément des raisons économiques qui vont pousser à l'abandon, c'est aussi la stigmatisation, les discriminations à l'égard des femmes non mariées. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, ça me concerne parce que, apparemment, dans mon dossier, ce serait la raison pour laquelle ma mère m'a abandonnée. J'ai appris aussi beaucoup de choses je me suis intéressée aussi à l'histoire de la Corée, notamment les tensions qui existent avec le Japon, qui sont liées à la colonisation japonaise qui a commencé dans les années 1910 et qui s'est terminée en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore des tensions à l'heure actuelle entre la Corée et le Japon, notamment sur la question des femmes, ce qu'on appelle des femmes de réconfort, qui est un euphémisme pour désigner les esclaves sexuels qui étaient exploités par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des femmes de Corée du Sud, de Corée, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la séparation encore Corée du Sud, Corée du Nord, donc de Corée, des femmes aussi de Taïwan, qui ont été comme ça exploitées sexuellement dans l'armée japonaise.
En pensant à tout ça et en pensant à mon histoire, à mon histoire personnelle, je me demande aussi comment cette femme qui est ma grand-mère biologique, qui est née en 1935, donc elle est née durant encore la colonisation japonaise, peut-être qu'elle a dû avoir un prénom japonais, puisque ça faisait partie aussi des obligations durant cette colonisation. Les Sud-Coréens n'avaient plus le droit de parler le coréen, ils avaient obligation d'avoir un prénom japonais. Je me demande comment ça a dû être, cette vie pour elle en tant que jeune femme durant la colonisation japonaise. Elle a vécu 2 guerres, la Seconde Guerre mondiale et ensuite la guerre de Corée, qui a été une guerre terrible, à tous les niveaux. J'ai appris là récemment qu'il y avait eu plus de bombes utilisées sur le territoire coréen que durant toute la Seconde Guerre mondiale en Europe en fait. Donc voilà, je me pose toutes ces questions sur comment a pu être la vie de cette femme née en 1935, de cette femme coréenne qui a vécu ces 2 guerres, qui a vécu la colonisation. Comment aussi a-t-elle réagi face à l'annonce de ma naissance pour sa fille sa fille qui était une mère non mariée, comment ça a dû se passer pour elle? Est-ce que du coup, pour garder un peu la face par rapport à la société, à la vie sociale qu'ils avaient, le fait de m'abandonner, c'était une façon aussi d'être considérée comme une bonne famille, entre guillemets. Il y a toutes ces questions-là qui me viennent à l'esprit. En fait, je lui en veux pas du tout. J'essaie de comprendre si c'est elle qui a été aussi à l'origine ou qui a poussé ma mère biologique à m'abandonner, d'essayer de comprendre toutes les raisons qui l'ont amenée à cette décision aussi, en fait. J'ai oublié de préciser aussi, en fait, dans mon dossier, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est des informations sur mon père biologique. Et c'est très étrange parce qu'en fait, la seule information qu'on ait, c'est qu'il est beau. Oui, qu'il a un beau visage, en fait. C'est la seule information qui est écrite. Mais c'est trop étrange parce que dans la narration que je me fais de mon histoire, c'est pas possible qu'il ait été présent avec ma mère biologique et ma grand-mère le jour où ils m'ont donné à l'orphelinat. Il y a plein de questionnements, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai quatre parents, j'ai des parents adoptifs, j'ai des parents biologiques, et j'ai tout ce côté d'histoire coréenne qui est une part d'ombre, en fait, dans mon histoire personnelle. Là, récemment, j'ai décidé de faire des tests ADN en ayant conscience de tous les risques, en étant fiché, etc. Quand on est adopté, je pense que c'est à un moment donné, ça devient comme une évidence de se donner toutes les chances de trouver notre famille biologique, ou au moins quelqu'un qui est proche biologiquement de nous, en fait. Alors mes résultats ADN, c'est que je ne suis pas 100% sud-coréenne. En fait, j'aurais autant de pourcentages, donc dans les 40% Corée du Sud-Japon et dans les 40% Chine-Vietnam. Donc là aussi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, ah mince, il y a peut-être toute une partie de mon histoire qui prend ses origines aussi dans un autre pays que la Corée du Sud. Et alors récemment, j'ai eu un match, ce qu'on appelle un match ADN, c'est une correspondance ADN, avec un Allemand qui est d'origine vietnamienne, il s'appelle Nguyen, et donc ce serait mon arrière-petit cousin. Donc en fait, on aurait en commun un arrière-grand-parent, grand-mère ou grand-père. Et alors, aux dernières nouvelles, il y a 2 jours, encore plus récemment, j'ai eu encore une correspondance avec une jeune fille, donc âgée de 20 ans, américaine, qui elle est à 95% d'origine chinoise vietnamienne, en fait. Donc ça me conforte encore dans l'idée que j'ai une partie de moi qui n'est pas complètement de Corée du Sud. Cette information d'ADN, en fait, elle rajoute des points d'interrogation à mon histoire et à mon récit. Jusque-là, j'étais convaincue que j'étais 100% sud-coréenne. Et alors c'est étrange parce que en repartant de Corée du Sud, j'ai voulu repasser j'avais le besoin de repasser par le Vietnam. Mais alors c'était plus pour des raisons liées à l'histoire aussi, le lien colonial qui existe entre le Vietnam et la France, puisque le Vietnam c'est ex-Indochine en fait. Et j'avais ce besoin de retourner au Vietnam pour avoir un peu la version de l'histoire du côté des colonisés. Alors jusque-là, je m'étais dit, bon, c'est un intérêt parce que, en tant que militante, voilà, j'avais envie de découvrir un peu plus sur cette histoire-là. Et là, d'avoir connaissance de ce test ADN, je me dis, mais peut-être qu'en fait, j'ai aussi une histoire là-bas, en fait. J'ai aussi une histoire familiale. Et donc c'est pour ça que je dis que ça rajoute encore plus de points d'interrogation sur mes origines. Est-ce que du côté que ce soit paternel ou maternel, j'ai un ancêtre vietnamien ou chinois?
c'est plus source d'interrogation que de solution, en fait. Mes grands-parents biologiques, j'ai du mal à me les représenter. Je me les représenterais plutôt en termes de personnalité plutôt que physiquement, comme des personnes bienveillantes, un peu la vision un peu idéale qu'on a des grands-parents, parce que j'ai un peu cette image-là aussi des personnes âgées en Corée du Sud, parce que en Corée du Sud, on a ce qu'on appelle le Jong. En fait, le Jong, c'est ce lien qui existe entre tous les Sud-Coréens. C'est un lien inexplicable, en fait, qui relie les Sud-Coréens comme communauté, finalement. J'ai eu la chance d'être invitée dans une famille sud-coréenne pour le Seollal, en fait. Le Seollal, c'est le nouvel an lunaire coréen, en fait. Comme on a le nouvel an chinois, on a un nouvel an coréen qui correspond plus ou moins aux mêmes périodes, en fait, parce que selon un calendrier lunaire. Et donc, durant le Seollal, on a toute une tradition qui consiste à s'agenouiller devant la personne la plus âgée de la famille. Et puis la personne nous donne de l'argent pour l'année à venir. Et en fait, j'ai eu la chance une année de participer à un Seollal dans une famille sud-coréenne. Et donc je me suis agenouillée devant la grand-mère de la fille coréenne qui nous avait invités. Et en fait, ça m'a fait un bien fou, et en même temps ça m'a aussi beaucoup perturbée, parce que je me suis dit, si j'étais restée dans ma famille coréenne, j'aurais peut-être eu cette tradition-là tous les ans. À la fois ça me reliait tout en me détachant, en fait. C'est toujours le côté difficile quand on est adopté, ce côté attraction-répulsion qu'on a avec notre culture d'origine. Et là, en l'occurrence, le fait que je m'agenouillais devant cette dame coréenne qui n'était pas ma grand-mère, je m'imaginais le faire devant ma grand-mère, en fait. Et donc c'était hyper fort comme moment, quoi. Mon envie d'apprendre le coréen est venue c'est lié à l'envie de retrouver mes racines. Essayer de m'enraciner à nouveau d'un pays duquel j'ai été arrachée, en quelque sorte. Donc pour moi, reprendre racine, c'était retourner vivre là-bas, apprendre la langue, être capable de parler aux autres Sud-Coréens, apprendre la culture. Et c'est vrai que ce qui était gênant au début, quand je maîtrisais pas du tout la langue coréenne, c'était quand on m'interpellait dans la rue, qu'on me demandait par exemple son chemin, et que je ne savais pas répondre en coréen, donc j'avais appris une phrase toute faite en coréen pour dire excusez-moi, déjà je m'excusais, excusez-moi, mais je ne parle pas coréen parce que je suis adoptée. Et puis il y avait aussi des situations qui me mettaient mal à l'aise, où j'étais avec d'autres personnes blanches, la seule asiatique dans un restaurant par exemple, et où les serveurs s'adressaient à moi uniquement, en pensant que j'allais bien m'exprimer. Et des fois, les personnes blanches avec qui j'étais parlaient mieux coréen que moi. C'était très très compliqué le rapport à la langue, en fait, en Corée du Sud. Mais je suis quand même contente d'avoir réussi à dépasser cet inconfort. Pour moi, c'était un combat de tous les jours, un peu. Pour moi, c'est super important de connaître la langue de mon pays d'origine, parce que c'est quelque chose que mes parents, du coup, mes parents et ma famille biologique n'a pas pu me transmettre, donc j'ai dû aller le chercher par moi-même, en quelque sorte. Et c'est quelque chose que j'aimerais, si je peux, transmettre si j'ai des enfants, quoi. Que je sois un canal de transmission aussi, parce que l'adoption, c'est une séparation, et j'ai envie de combattre, d'aller contre cette séparation, quoi. C'est un peu aller contre le courant, et d'essayer d'agripper et d'aller rechercher ce dont on a été séparé, que ce soit la langue, la culture, etc., et de la transmettre à mon tour, en fait. La question de la transmission familiale, c'est une question que je ne me suis jamais vraiment posée, en fait. Après, c'est vrai qu'il y en a une, c'est sûr. De toute façon, je me suis jamais posé la question de savoir si mes grands-parents l'étaient ou pas. Ils l'étaient de fait, en fait. C'était mes grands-parents. Après, c'est compliqué de savoir ce qu'ils m'ont transmis vraiment, puisque il y avait cette distance avec ma grand-mère maternelle. Et puis, il y avait aussi, comme je l'ai expliqué avec mon grand-père, avec Richard, peut-être moi, de ma part, une forme de distance, alors que lui ne l'avait pas, parce qu'il m'aimait beaucoup, il y avait une forme d'identification à travers moi par rapport à son histoire personnelle en tant qu'orphelin. Mais moi, j'avais peut-être cette forme de distance aussi, parce que j'ai l'impression d'avoir été à part quand même. J'ai pas l'impression de m'être beaucoup finalement impliquée dans mon histoire familiale. Moi-même, j'avais peut-être intériorisé le fait que j'étais différente, et que du coup, je me suis pas forcément
plus impliquée que ça dans le récit familial. Cette idée de séparation, finalement, un processus qui a encore des incidences, des effets dans ma vie au sein de ma famille adoptive, tu vois. Et donc, peut-être que les bribes que j'ai de mon grand-père sont liées aussi à, inconsciemment, j'avais peut-être aussi ce truc de je suis séparée, je suis à l'écart, je m'investis pas plus que ça dans l'histoire familiale. Moi, j'ai l'impression d'être, au niveau de ma personnalité, d'être très pudique, et j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que j'ai eu de mon grand-père, même si je n'en suis pas sûre, hein, mais j'avais vraiment cette vision de ma grand-mère colérique, agressive, et de mon grand-père stoïque, qui restait de marbre, qui arrivait à rester calme, qui était très pudique, et quelque part, je pense que quand j'étais enfant, j'étais admirative de cette attitude-là. Mais en même temps, ça engendre aussi des clichés sur la femme qui du coup va tenir des propos durs, va parfois même s'énerver. Donc et c'est vrai qu'avec mon regard d'adulte et en tant que femme et aussi féministe, j'essaie de déconstruire tous ces préjugés en essayant de comprendre pourquoi elle l'a été, donc les raisons pour lesquelles elle a pu l'être. Mais en tout cas, moi, en tant qu'enfant, j'avais peut-être une forme d'admiration par rapport à cette attitude, et moi-même, j'essaie au niveau de ma personnalité, je suis aussi très pudique, hein. Même si là, je le fais parce que c'est pour le podcast, mais j'ai du mal à parler de ma vie, et c'est parce qu'aussi je suis dans une démarche militante où je considère que le personnel et le privé sont politiques, que c'est important de témoigner de son vécu pour en tirer des analyses, en fait, pour en tirer des visions plus globales et essayer de dénoncer certaines choses aussi. Ce qui m'a fait vraiment du bien en Corée du Sud en y allant, c'est d'avoir l'impression de trouver une communauté en rencontrant d'autres adoptés comme moi, en fait, qui avaient vécu des expériences similaires. Puisque même si on a des vécus qui peuvent être différents, à travers ces vécus transparaissent des similitudes, en fait, et des problématiques aussi similaires, au niveau de l'identité notamment. Et en fait, ce qui est assez flagrant, c'est la spontanéité qu'on peut avoir quand on rencontre même pour la première fois un ou une autre adoptée, la facilité qu'on a à parler de nous, à parler de notre vécu, y compris de choses parfois très intimes. Il y a une confiance d'emblée qui se fait, parce qu'on a vraiment cette impression-là d'avoir un terreau commun, je dirais, qui fait qu'on va se comprendre, en fait. L'autre en face de nous est comme un alter ego, c'est-à-dire un autre et un même à la fois, c'est-à-dire qu'il va réussir à percevoir l'expérience commune qu'on a, en fait. Et donc ça m'a fait vraiment du bien en Corée d'avoir l'impression de retrouver une communauté. Ce qui m'a marqué quand je suis revenue en France en 2016, c'est déjà le manque de questionnement de manière générale dans les médias, etc. Même autour de moi, dans mon entourage, sur l'adoption. On pense que l'adoption, c'est sauver un enfant, c'est un acte charitable, voire un acte antiraciste. Donc le manque de questionnement par rapport à la narration dominante qu'on a sur l'adoption. Et puis, ce qui m'a manqué aussi, c'est la communauté que j'avais en Corée du Sud. J'ai rencontré d'autres adoptés qui sont devenus aussi des amis, mais il y a quelque chose qui me manquait, peut-être une forme de communauté politique dans le sens qui va militer pour renverser des rapports de force qui sont en notre défaveur. Parce qu'il y avait vraiment ça, quand je dis que j'ai rencontré une communauté, en Corée du Sud, c'était aussi beaucoup d'adoptés qui militaient pour plus de droits. Par exemple, des adoptés américains qui militent pour que les adoptés aient automatiquement la citoyenneté américaine, parce que c'est pas le cas aux États-Unis, et donc ce qui fait qu'il y a pas mal d'adoptés qui, à la moindre démêlée avec la justice, se retrouvent. Moi, j'utilise le terme déporté parce que c'est ce qui est utilisé aussi dans la bouche de ces adoptés américains qui sont déportés en Corée du Sud, qui se retrouvent comme ça dans leur pays d'origine, mais où ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent personne. Donc ça, c'est très problématique. Donc ils militent notamment au niveau de ces droits-là, qui militent au droit à plus de transparence au niveau de nos informations dans les dossiers, etc. Et qui militent aussi aux côtés des mères célibataires. Donc il y a des liens qui se font comme ça entre des associations d'adoptés et des associations de mères célibataires. Je trouve ça génial, en fait, en Corée du Sud, toute cette effervescence militante qu'il y a autour de l'adoption. Mais là, depuis quelque temps, je suis plutôt optimiste. Depuis, on va dire, 1 an ou 2, je suis plutôt optimiste parce que je vois notamment à travers les réseaux sociaux qu'il y a de plus en plus de paroles d'adoptés qui se libèrent. C'est vraiment plutôt prometteur à ce niveau-là en France. C'est en train de bouger, en tout cas. Les lignes sont en train de bouger à ce niveau-là.
J'ai un blog qui s'appelle Voix débridée, sur lequel j'ai mis des textes de poésie, des textes littéraires et aussi des textes un peu plus militants, des articles que j'ai rédigés qui concernent des thématiques qui me concernent directement, donc que ce soit l'adoption ou le fait d'être une femme asiatique. Par rapport à l'adoption, j'ai fait un tableau qui reprend un petit peu toute la réflexion que je mène depuis quelques années, qui synthétise un peu ça, avec d'un côté l'adoption vue d'un point de vue individuel et un peu moralisant, et puis de l'autre l'adoption d'un point de vue systémique et décolonial. Ce qui est problématique aussi dans l'adoption, c'est donc l'infantilisation, c'est-à-dire le fait que on considère que les adoptés, déjà quand on pense à adopter, la première image qui nous vient en tête, c'est l'enfant adopté. Et on considère pas les adoptés comme des adultes qui ont pris du recul, qui ont une certaine analyse, voire une certaine expertise sur l'adoption, en fait. Ou qui ont un regard tout simplement critique aussi sur l'adoption. Pour moi, les mots sont importants parce qu'on entend souvent le terme d'abandon. Mais pour moi, abandon, c'est problématique, même si c'est vrai, hein. C'est un fait que les parents biologiques abandonnent, mais le fait de n'utiliser que le terme abandon, pour moi, c'est rejeter la responsabilité uniquement sur les parents biologiques, sans considérer tout le contexte, les contextes sociaux, économiques, politiques, et les raisons, toutes ces raisons, en fait, qui vont les amener aussi à abandonner, en fait. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est en Corée du Sud, justement, dans une guest house qui a été ouverte uniquement pour les adoptés et qui organise beaucoup d'actions, d'événements autour de l'adoption. Donc c'est un pasteur qui tient cette guest house, pasteur Kim. Et en fait, une fois, il m'a dit, l'adoption, pour moi, c'est synonyme de séparation. Et en fait, ça a beaucoup cogité en moi et je me suis dit, mais oui, en fait, le terme de séparation est beaucoup plus juste. Pourquoi ? Parce que la séparation, pour moi, ça exprime un processus d'arrachement. Ça exprime le fait que on est séparé de quelque part pour être amené ailleurs. Ça remet en jeu tous des intérêts dans un système, tu vois, qui fait qu'il y a des bénéficiaires qui sont, par exemple, les institutions ou même les parents adoptants, quelque part, sont bénéficiaires aussi de ce système-là. Donc c'est un processus qu'on garde en nous finalement aussi au niveau identitaire, qu'on a été séparés et on doit se battre un peu toute notre vie pour combler cette séparation. Et moi c'est ce que j'ai fait à titre personnel en retournant en Corée, en apprenant la langue, essayer de combler les manques liés dus à cette séparation, à cet arrachement en quelque sorte. Et puis, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que le système, il est à sens unique, c'est-à-dire que c'est toujours les pays sources, ce qu'on appelle les pays sources, sont toujours des pays soit du sud global, soit d'Europe de l'Est, considérés économiquement plus défavorisés, on va dire que les pays d'Europe de l'Ouest. Donc ça se fait toujours dans un sens, c'est asymétrique à ce niveau-là aussi, en fait, les flux, on va dire, au niveau de l'adoption. Et je pense que ça aussi, il faut y réfléchir, que c'est toujours des pays occidentaux du Nord qui adoptent, qui sont les pays qui adoptent en fait. En tant que militante, c'est important pour moi de visibiliser cette parole à travers mon expérience, à travers mon vécu, que ce soit au niveau de l'adoption ou du racisme anti-asiatique ou du fétichisme à l'égard des femmes asiatiques, puisque j'ai l'impression que ce sont des sujets qui ne sont pas visibles dans les sphères publiques, dans les sphères médiatiques. Enfin, je pense que c'est important de témoigner à la première personne pour que ça fasse écho pourquoi pas, à d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, mais aussi pour venir un petit peu déranger les lignes d'une narration qui est celle par rapport à l'adoption, je pense par exemple, une narration qui est celle de « on va sauver un enfant orphelin », l'adoption c'est bien, c'est un acte antiraciste, un acte charitable. C'est important qu'on prenne notre place dans les sphères publiques, que ce soit sur les réseaux militants, les médias, dans les domaines politiques, culturels, mais qu'on soit plusieurs adoptés à prendre la parole et à montrer qu'à travers nos expériences, il y a des similitudes. Une similitude quand on est une personne adoptée racisée, c'est le racisme. Même si on n'a pas la même expérience de racisation quand on est noir, quand on est asiatique, mais c'est quelque chose qui revient, le fait qu'on n'ait pas, dans nos familles adoptives, qu'on n'ait pas d'éducation au racisme. Ce que peuvent avoir par exemple d'autres personnes racisées qui ont leur famille ou leur communauté à qui se confier ou des parents qui vont leur dire bon bah là c'est raciste ce qui s'est passé et leur expliquer pourquoi c'est raciste, etc. parce que eux-mêmes l'auront vécu. Quand on est dans une famille blanche, c'est compliqué. Nos parents n'ont pas conscience du racisme parce qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes et ils vont avoir tendance à relativiser, voire
à être dans le déni par rapport à ce qu'on vit. Et donc nous, on ne va pas avoir cet espace-là de parole au sein de notre famille pour essayer de trouver des solutions face au racisme qu'on vit, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est très compliqué et c'est des choses qui reviennent chez tous les adoptés racisés. Une autre similitude, c'est le sentiment de redevabilité, de loyauté qu'on a à l'égard de notre famille adoptive, l'impression qu'on a été sauvé d'une vie misérable. Là aussi, ça pose question. C'est hyper dur, quoi, de se construire une identité quand on est adopté, qu'on a été élevé par une famille blanche et c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et donc c'est pour ça que c'est important que des témoignages jaillissent un petit peu partout pour faire prendre conscience aussi, pour peser aussi au niveau médiatique et faire prendre conscience que c'est pas juste un cas isolé par-ci par-là et qu'il y a vraiment tout un système qui est à analyser mais aussi à dénoncer. Et alors là, je participe au film d'Amandine Gay, qui s'appelle Une histoire à soi, qui va sortir donc courant 2021. On est 5 adoptés qui participons à ce film. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait déjà de parler de ça au niveau national, puisque le film aura une sortie nationale. Et c'est un film qui va aussi amener, je pense, à avoir une vision un peu plus critique de l'adoption, ou du moins, le film va être un bon support pour questionner l'adoption. Et ne serait-ce que ça, ce sera déjà un grand pas de fait à ce niveau-là. Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser 2 questions rituelles, 2 questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle « Passé recomposé », je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes ? Là, j'ai l'impression d'avoir dit toute la vérité. Après, il se peut que j'ai oublié, ou je n'ai pas dit toute la vérité par omission ou par manque de connaissance du récit de vie de mes grands-parents. Donc là, ce serait plus par omission, par désintérêt quand j'étais jeune et qu'ils étaient encore en vie, quoi. Mais non, là, j'ai l'impression, mais c'est que mon impression, et ça reste très subjectif, que j'ai dit toute la vérité. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose ? Si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que mon grand-père, donc Richard, n'ait pas été orphelin, quoi, qu'il ait une famille. Je ferais en sorte qu'il n'ait pas vécu la guerre en prison. Je ferais en sorte que ma grand-mère Yvonne ait eu son père aussi, qu'il ne soit pas mort durant la Première Guerre mondiale et qu'il ait pu tenir sa promesse et qu'ils aient pu former une famille heureuse. Merci, Juhi, pour ce témoignage. Juhi prend souvent la parole pour défendre et expliquer les droits des personnes adoptées. Elle a récemment sorti un livre, L'adoption internationale, mythe et réalité, aux éditions Anacoana. Et elle a aussi été l'invitée de l'épisode Où est la voix des adoptés de Kif Taras par Binge Audio. Merci à vous, auditeuristes, qui sont la raison pour laquelle Passé recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi soutenir Passé recomposé via le Tipeee. Chaque euro peut aider d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à Laura Bois du podcast Môme pour le montage. Laura est une personne à suivre, elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.